Donald Trump cherche à prendre le Groenland à tout prix. Et en ce moment, Donald Trump ne lance pas seulement cette obsession qu'il a pour ce territoire, mais il avertit aussi que s'il ne le prend pas, une troisième guerre mondiale éclatera. Le président Donald Trump affirme que la Chine ou la Russie vont le faire, que cela leur plaise ou non, dit-il, nous allons avoir le Groenland. Donald Trump, adoptant un ton plus agressif lors d'une réunion avec des dirigeants pétroliers à la Maison-Blanche, a lancé un premier avertissement. Eh bien, aujourd'hui a lieu une réunion au cours de laquelle se produit le premier affrontement diplomatique, dans laquelle, essentiellement, le Danemark dit « Nous pouvons accepter tout ce que vous voulez, sauf céder le territoire, c'est-à-dire tout sauf cela ». Et en ce moment, eh bien, Donald Trump essaye de faire ses mouvements concernant la question du Groenland, concernant la question de l'Iran. Ce qui résonne le plus, c'est précisément ce point, pas celui de la Troisième Guerre mondiale. Un avertissement qui, peut-être, paraît encore être une exagération de Trump. Mais aussi, au final, tu joues avec le feu, tu joues avec des puissances, certaines d'entre elles qui ont déjà la puissance ou sont en train de l'acquérir. Comme dans le cas de l'Iran, alors, le mouvement qui viendra concernant le sujet du Groenland a-t-il un lien avec le supposé tome doré ? Non. Le but du don, qui, insiste-t-il, est essentiel pour le projet. Maintenant, quand on lui a demandé « Bon, montre-nous le projet », eh bien évidemment, ce projet n'existe pas. C'est seulement dans l'esprit de Trump et peut-être de quelques conseillers qui le lui ont dit. Dit que le but du don, et c'est réglé, au final, le but du don. Eh bien, cela ne protège que les États-Unis, en tout cas, alors le Danemark va dire « Pourquoi devrais-je te donner un territoire pour que tu te protèges ? Je sais que… » C'est très loin et… En plus, c'est très loin, non ? Comme on disait par là. On ne veut pas de la Russie comme voisine, il dit. Eh bien, il y a la Russie et les États-Unis. Ils n'ont que 50 km d'écart, ce sont toujours des voisins. C'est ceux dont ils parlent. Les protestations ont commencé, la première ministre danoise Mette Ford a répondu fermement. C'est un moment décisif. Nous défendrons nos valeurs et l'Arctique. Elle répète sur ses réseaux que le Groenland n'est pas à vendre ni céder sous pression. L'ordre que les militaires danois ont reçu depuis plusieurs jours déjà est d'attaquer. Au cas où ils viendraient ou verraient un mouvement, ils doivent agir contre leur souveraineté. Exactement, et il y a plusieurs mouvements qui attirent l'attention sur la question du Groenland. Mais l'un des points qui a également attiré l'attention aujourd'hui, c'est ce commentaire fait par Dimitri Medvedev, qui en gros, voyons si on peut le mettre ici. Je dirais que c'est le fauteur de troubles. Le fauteur de troubles. Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, qui lance un message grossier et fort, pas exactement. Je vais le dire. Apparemment, il affirme qu'ils vont paniquer et abandonner le Groenland. L'ancien président russe Medvedev fait une prédiction concernant la situation entre les États-Unis et le Groenland. Donc, le Groenland va essentiellement remettre le Danemark, il va remettre le Groenland aux États-Unis. Il dit « Est-ce qu'ils vont se faire dessus ?» C'est la phrase qu'utilise Medvedev. Toujours très raffiné, lui. Élégant, élégant. Correct. Avant de continuer, un grand salut à Sita Menchou, comment allez-vous ? Salutations, bonsoir aussi à Girez, ici nous sommes également accompagnés de Francisco Arce. Un grand merci à toute la communauté qui rejoint le direct, salutations à Tapatia Plus, évidemment à Blanca Barcelo. Eh bien, toute la communauté du lycée, comment ça va, comment as-tu été ? Une petite pause, juste pour remercier toute la communauté qui est membre de la chaîne, la communauté qui nous soutient avec un super, sachez que c'est vous qui rendez possible cette chaîne d'information. Merci aussi à tous les abonnés, écoutez-la. La position de l'OTAN est de rester silencieuse, affirmait le responsable de l'organisation. Aujourd'hui, je vais vous en parler dans ce discours. Quand un flat ne lui arrive pas à la cheville, il ne dit rien tout en disant tout, c'est la certitude de ses propos. C'est-à-dire quelle a été la résolution face à ce problème qu'il y a entre les pays de l'OTAN. Parce que les États-Unis disent que cela ne les dérange même pas si l'OTAN reste en dehors. On en parlera tout à l'heure, mais en gros, Trump dit que ça lui est égal, que ça se remarque, c'est-à-dire que ça lui importe peu que l'OTAN soit exclue ou non. Soi-disant, ça ne l'intéresse pas. Et tu te dis, ah bon, eh bien, il y a deux choses possibles.
Pour l'instant, ça paraît très bien. Ah, regarde comme il est courageux, non? Mais ces choses-là, à l'avenir, peuvent être perçues très négativement. Exactement. Et bon, s'ils font des exercices en ce moment, la Suède a envoyé des soldats, la France a envoyé des soldats. Mais bon, un sujet intéressant aussi, c'est que la Russie, tout comme Medvedev, et bien Poutine, en a aussi profité pour créer cette tension dans la région. L'autre jour, il a rappelé qu'il y a des navires russes, qu'il y a des navires chinois qui opèrent près de l'Alaska et du Canada. Et donc, cela montre qu'il pourrait vraiment y avoir ce conflit, que Trump s'est déjà mis en tête, et que c'est pour cela qu'il a besoin de grogner. Et ce que je vous dis en mettant tout cela en perspective. Bien sûr, il y a un intérêt croissant pour l'Arctique de la Chine, de la Russie, mais aussi des États-Unis et de l'Europe. C'est-à-dire, de nombreux pays s'intéressent à l'Arctique, mais il faudra des décennies avant que cela devienne utile, avant que cela devienne vraiment important. Et dans tout cela, il n'y a pas de non. Il n'y a aucun besoin de s'accélérer dans ce domaine, encore moins. C'est-à-dire, il est plus logique d'avoir l'OTAN ou d'avoir, un morceau de glace, un énorme morceau de glace, donc évidemment, il vaut mieux avoir l'OTAN. Tu peux avoir des bases avec tes ennemis potentiels juste au coin de la rue. Si on t'enlève toutes ces bases, voyons comment ça va se passer là-bas. En gros, leur défense deviendrait très compliquée. Évidemment, non, je ne sais pas quoi dire, toutes ces choses, mais ici, soit il y a une rupture avec l'OTAN, et c'est ça le véritable objectif. C'est l'excuse. Et ceci n'est rien d'autre qu'une excuse. Ou y a-t-il autre chose qui vous intéresse au Groenland ? Pour moi, c'est surtout parce que Trump a toujours été contre l'OTAN, toute sa vie dans la science ou ailleurs. En gros, ce ne serait qu'un prétexte final pour en finir une bonne fois pour toutes avec ça. Avec ça, oui. Ce qu'il ne veut pas, c'est avoir à se battre contre la Russie, non ? Par exemple ? Il a dit dès la première période, c'est-à-dire dès la première demande à peine arrivée. Il avait promis d'annuler l'OTAN, alors pourquoi cela n'a-t-il pas été fait lors de sa première présidence ? Parce que tous les militaires s'y sont opposés, comme ils l'ont affirmé. De quoi tu parles ? Je veux dire, tu ne peux pas laisser tomber. Nous sommes les leaders de l'OTAN, c'est-à-dire nous sommes les chefs. Non ? Donc, si nous sommes chefs, le pouvoir est à nous. Si on part et qu'on laisse ce vide, à qui ira le pouvoir ? Ce pouvoir peut aussi nous nuire. Donc, disons que ça n'avait pas beaucoup de sens cette fois-ci, car il y a maintenant une autre affaire aussi, évidemment importante, ce qui se passe. Et ça, je le vois plutôt comme si on parlait de risque potentiel d'une troisième guerre mondiale. Je ne le vois pas au Groenland, mais en Iran, dans les événements actuels. En tout cas, en ce moment, là, tout de suite, je pense que c'est la partie la plus, avec le plus de potentiel de risque, évidemment. Il y a aussi l'Ukraine et la Russie. Mais à ce qu'on voit déjà, comme on observe les peuples ayatollahs, là où ça peut devenir le plus intense, c'est par là. Allons-y avec ça. Là où il y a déjà des signes, véritablement d'un conflit, c'est spécifiquement vers l'Iran, puisque nous voyons bien comment, il y a peu, ils affirmaient que l'espace aérien était déjà fermé. C'est tout ce qu'on sait. Quelle est la situation ? Parce qu'évidemment, le conflit a déjà escaladé à un niveau où l'on ne veut que personne ne soit près de là. Évidemment, quand l'espace aérien a été fermé, les bases américaines du Moyen-Orient ont immédiatement fait de même. L'Iran vient d'élargir la fermeture de son espace aérien, qui s'applique déjà ce jeudi dans cette situation. Chez eux, il est déjà environ 6 heures du matin. Autrement dit, ils ont échappé à une attaque cette nuit. Ils ont évidemment prolongé cette mesure jusqu'à jeudi par mesure de sécurité. Ils n'ont pas donné d'explication, évidemment, en raison de la tension qu'ils vivent avec les États-Unis. Selon un avis au pilote, la fermeture devait durer jusqu'à 7h30 heure locale. C'est-à-dire que dans environ 2 heures, cela devrait rouvrir à peu près, et il y avait un ordre préalable concernant cette interruption qui a duré plus de 2 heures. C'était en partie pendant la nuit où tout était fermé, et donc, d'après ce qu'ils rapportent, ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé, oui. Le régime iranien n'a pas donné de détails sur la décision de maintenir l'espace aérien fermé, et voilà, c'est tout. Évidemment, tout indique que c'est à cause des États-Unis. Évidemment.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou faut-il rappeler quand l'espace aérien a été fermé à ce moment-là où les attaques ont eu lieu? L'Iran avait aussi fermé son espace aérien avant les attaques de juin. On anticipait la situation, donc l'espace aérien était fermé. Ceux qui l'ont fermé, c'était surtout Israël, pas les États-Unis, car Israël a attaqué les drones et les lance-missiles. En quelques heures, tout cela est devenu inutilisable, surtout à cause de drones et de renseignements internes à l'Iran. Cette fois-ci, la fermeture de l'espace aérien jusqu'à présent, jusqu'à cette heure-ci, il est 9 heures à Mexico. Eh bien, il reste fermé, n'est-ce pas? Il faudrait vérifier l'heure en Iran, voir quelle heure il est en ce moment, parce que regarde... Raconte-nous, il est 6 heures du matin. Ce serait à peu près ça. Regarde là-bas, il y a bien un avion. Je l'ai fait 1 heure. L'espace aérien s'ouvre sauf prolongation, alors regarde. C'est un avion apparemment iranien. Non, il ne semble pas militaire, donc il y a déjà des gens qui volent là-bas avec plusieurs avions. Je pense que ceux ayant déjà une autorisation pouvaient arriver. Eh bien, en fait, c'est une compagnie iranienne. Les 3 avions appartiennent à la même compagnie qui s'appelle Mahan Air. Je suppose que celui-là est iranien, n'est-ce pas? Mais il faudrait voir d'où il vient, où se trouve la compagnie. Il y a un autre avion au nord, c'est cet avion. Celui-ci appartient à AVA Airways. Celui-là, je ne sais pas de quel pays il vient, mais bon, celui-ci aussi. On ne sait pas où il va, juste qu'il est ses parties d'Urmia. Il y a aussi quelques avions. Même si tu le vois comme ça sur Flight Radar, il faut zoomer un peu, parce qu'il y a des avions qui n'apparaissent pas de loin, pour ainsi dire. Donc là-bas, il y a peu de mouvement, mais il y a quand même du mouvement dans cette fermeture de l'espace aérien qu'ils ont. Des responsables militaires occidentaux avertissent de signes d'une attaque américaine imminente. Bien que l'administration Trump maintienne la stratégie d'être imprévisible, de générer de l'incertitude, de dire qu'on m'a déjà dit que les ayatollahs commencent à comprendre, qu'ils se calment, qu'ils n'attaquent plus la population. Personne n'y croit, mais Trump lance toujours cette idée comme s'il allait devenir ami. Il adopte toujours la même stratégie. Il va voir Maria Corina, puis la veille, il discute avec Delcy. Et qu'a dit Delcy? Je ne me suis pas entendu avec enthousiasme avec Delcy. Tout va très bien avec le Venezuela, il va quand même parler avec Zelensky. Et qu'est-ce qu'il fait la veille? Il parle avec Vladimir Poutine. Non, l'appel était génial, non, il ne m'a pas raconté de blague, mais c'était super. Il agit toujours pareil. Il met la pression en parlant d'abord à celui qui parle mal de toi, puis vient te voir. Et il va super bien m'aimer. Et il va super bien m'aimer, et il va super bien s'entendre avec moi. Et donc, c'est comme ça qu'il crée... Cette nervosité, cette insécurité finalement, c'est ce qu'il veut, avoir une personne peu sûre d'elle avec qui il peut traiter, juste pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Oui. Le point, c'est que ce sont déjà des chiffres qui ne comptent plus. À ce stade, parler de chiffres concernant l'Iran est très compliqué, surtout à cause d'Internet qui a dysfonctionné. Ce que l'on sait avec certitude, surtout parce qu'il s'agit d'une fuite provenant de l'intérieur du gouvernement iranien. Il s'agit donc de ces 2000 morts, mais les chiffres, qui sont probablement les réels, indiquent qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont perdu la vie, oui, des personnes disparues, des personnes également détenues, et qui, on le sait, figurent sur la liste d'exécution. Les parents de ce jeune homme, qui sera celui par lequel ils vont commencer, sont sortis car c'est l'un des leaders, disons, de ces manifestations, et ils vont commencer avec lui. En gros, ils disent « Si tu diriges, on commence avec toi ». Les parents pensent donc que ce jeune homme n'a plus beaucoup de temps, n'est-ce pas? Évidemment, ici, l'idée que lance Donald Trump, à savoir qu'il n'y a plus d'exécution ou qu'il n'y en aura plus, eh bien, ce n'est crédible en aucun sens. Je ne vois pas le régime iranien bouger. Ce que je crois, c'est que, à la différence du Venezuela, eh bien, c'est un régime qui s'est vraiment investi. Depuis la fin des années 70, quand la révolution a commencé en 79, ils ont commencé à s'armer, non? Petit à petit, ils ont continué à investir massivement dans les missiles et possèdent un programme spatial. Allons, il est possible qu'ils créent de la surprise, non? En fait, en ce moment, à ce stade, je dis, et évidemment, on ne va pas dire que c'est du sabotage, et peut-être que ça ne l'est pas. Je ne peux pas dire que c'est du sabotage. Mais le problème avec Verizon, eh bien, c'est un problème qui dure déjà depuis 12 heures, et ça ne fonctionne toujours pas. Dans une grande partie des endroits où il se trouve, pas partout, mais dans une grande partie des endroits où il y a des pannes, il le signale.
Le signal de plusieurs compagnies de téléphonie continue de dysfonctionner aux États-Unis, où il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas être contactées ou dont le système ne fonctionne pas. Tu dis, pour moi ce genre de choses n'est pas une coïncidence, non ? C'est-à-dire parce que, cela fait des années qu'on suit cela et c'est toujours pareil comme une horloge. Il y a un problème avec un pays ou une puissance, les pannes commencent, les problèmes commencent, ça démarre. Ou cette, guerre hybride, c'est de plus en plus évident. Pas exactement, même si évidemment on ne peut pas l'affirmer. Non. Je ne t'ai pas dit qu'en plus les gouvernements sur ce sujet ne t'assurent jamais rien. C'est-à-dire, ils préfèrent dire que c'était une erreur plutôt que d'admettre qu'ils ont une faiblesse dans le système. Exactement. Exactement, ils préfèrent toujours. Ils préfèrent toujours cela et disent ensuite que s'il y a eu sabotage, oui. Mais sur le moment, ils ne l'admettent jamais comme sabotage probable. Cela m'interpelle, car il ne s'agit pas d'une forte tempête solaire. Pourquoi ces pannes ? Est-ce un piratage, sabotage ou autre ? Quel problème est survenu ? Parce que ce problème, par exemple, nous ne l'avons pas eu ici au Mexique. Nous ne l'avons pas signalé dans d'autres parties de l'Amérique latine, par exemple, ou au Canada. Non, ce problème spécifique qui se produit aux États-Unis, peut-être vers le nord, vers le Canada. Il pourrait y avoir quelques défaillances, parce que parfois ce sont les mêmes compagnies, mais à part cela, jusqu'à présent non, il ne semble pas y avoir quelque chose de grave. Je pensais que ça allait se résoudre en 1 heure ou 2, mais apparemment non. Ici, il y a plusieurs communautés qui sont là-bas aux États-Unis. Avez-vous aussi rencontré ce problème ? Nous avons reçu quelques signalements de New York affirmant que oui. J'ignore si à ce stade la connexion a déjà été rétablie pour la communauté connectée via Verizon ou ses compagnies. Non, mais bon, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes importants, parce qu'au Groenland, ça commence aussi à bouger. Au Groenland, les choses deviennent déjà très très tendues, pour ainsi dire. Écoutez, au Groenland, il y a 5 pays en ce moment qui renforcent déjà leur présence, qui envoient des troupes. Nous parlons de la France, de la Suède, de la Grande-Bretagne, de la Norvège et de l'Allemagne, qui ont confirmé avoir envoyé des troupes sur cette île. Vers cet endroit qui, évidemment, met Trump un peu en difficulté en ce moment, non ? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une opération militaire des États-Unis là-bas ? Il l'a lui-même dit, non ? Donc, ils ont déjà des plans militaires et ils vont le prendre de gré ou de force. Exactement, c'est un déploiement historique en Arctique. Le Danemark a sollicité un renfort militaire des alliés européens au Groenland, ce qui a entraîné les récents mouvements militaires observés. C'est le plus grand dans la région ces derniers temps. Et cette mesure intervient dans le cadre de cette opération appelée Opération Résistance Arctique. Les 5 pays qui participent sont des pays européens. Les États-Unis ne se sont pas limités, évidemment, ils sont là. La France, l'Allemagne, la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni ont signé l'envoi de troupes. Les troupes suédoises sont déjà arrivées aujourd'hui. Tous agissent très vite. Ce n'est pas comme avec l'Ukraine, où ils annoncent une action mais n'agissent que 6 mois après. Oui, non, là c'est déjà ici. Ils le font rapidement, exactement. Chacun a un rôle spécifique en plus dans l'opération, et cela inclut par exemple la reconnaissance, la patrouille et la coopération avec la défense danoise. Au fait, aujourd'hui, ce groupe de diplomates est allé parler à Donald Trump au sujet du Groenland. Lui ont-ils rappelé à la fin qu'il avait la conférence de presse, qu'au final, ce territoire est couvert par l'article 5 et que, cela aurait pu provoquer un conflit. La journaliste le lui rappelait aussi. Trump disait que le Danemark ne nous soutiendrait jamais en cas de guerre. On lui a rappelé que le Danemark était aussi en Afghanistan à la demande des États-Unis. Ou si tu as déjà de l'histoire, l'Allemagne l'a aussi aidé. L'Ukraine ? Royaume-Uni, alors passons au pays, oui, c'est-à-dire la Suède. Alors, quel est son... La Suède ? La première ministre ULF Christensen a été la première. Le premier à avoir envoyé des gens... a été le premier à annoncer officiellement ce déploiement. Je crois que c'était hier qu'il a détaillé, hier soir, il a détaillé ce qu'est l'intégration de ces troupes et l'opération multinationale coordonnée. Le Royaume-Uni, qui agit comme les États-Unis, occupe une place qu'occupaient auparavant les États-Unis avec John Healey, le ministre britannique de la Défense. Il a révélé que les actions de son pays répondent essentiellement à un intérêt partagé avec les États-Unis pour sécuriser la région face aux mouvements de la Russie et de la Chine. Ils réussissent en effet, tandis que l'Allemagne fournit du matériel tactique. Berlin déploie plus ou moins 3 spécialistes du renseignement à Nuuk,
qui est la capitale du Groenland, afin d'évaluer les contributions futures. Par exemple pour la surveillance et la logistique. Pendant ce temps, la France, le diable Macron, a confirmé sa participation militaire, mais a refusé de révéler, par exemple, le nombre exact de troupes ou le but précis de la mission de ce pays, même si elle réaffirme son engagement. En Norvège, le ministre Thor Sandivsk aurait annoncé l'envoi de personnel militaire dans le cadre d'un engagement de sécurité et de coopération régionale. Et tout cela va à l'encontre du récit selon lequel il y aurait de l'insécurité. Nous faisons entrer 5 pays qui ont de la puissance, et parmi ces pays, la France possède des armes nucléaires, oui. En plus, je veux dire, pour que ce soit clair, il y a déjà un pays nucléaire impliqué, sans compter qu'il y a aussi des bases américaines. Mais la méfiance est telle que ce que j'imagine, c'est que le Danemark ne veut pas que cela se produise. C'est qu'ils ne veulent pas le faire. Un coup pas vraiment dans le style de Game of Thrones. Et puis tout à coup, que les troupes américaines disent « Eh bien, nous sommes déjà ici, alors maintenant nous restons ici. » Et non, et qu'elles prennent tout. Alors en attendant que les choses se décantent, le Danemark ne va pas prendre ce risque. Ils sont allés avoir une conversation aujourd'hui à Washington, et cela attire aussi l'attention. Ils étaient contrariés, donc la conversation n'était pas bonne. C'est le visage des deux responsables qui sont allés à Washington et qui sortent pour s'exprimer. Il suffit de regarder leur visage, mais c'est vraiment un visage de contrariété, de colère, d'inconfort, disons. Le rapport des États-Unis qu'ils leur envoient, c'est de contrôler Hollandia pour éviter une 3e guerre mondiale. C'est-à-dire, la version change tous les jours. Un jour, c'est pour la direction de Dorada. Un autre jour, c'est à cause de la Chine et de la Russie. Un autre jour, aujourd'hui, il est déjà sorti avec une nouvelle version. En réalité, les pétroliers avaient déjà indiqué que c'est là que cela se passe. D'ailleurs, il y a eu récemment des achats de territoires au Danemark et au Groenland par des magnates américains, ce qui a beaucoup attiré l'attention. Et un peu de folie sur ce sujet qu'ils connaissent bien. Regarde, il y a le ministre danois Lars Løkke Rasmussen et celui du Groenland, Vivian Motzfeldt. On voit bien leur visage, non ? Puisqu'ils ont annoncé un mécanisme formel de dialogue entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis pour résoudre les différends de sécurité dans l'Arctique. Rasmussen a été catégorique. Les idées qui ne respectent pas l'intégrité territoriale du Groenland sont totalement inacceptables. Il l'a répété comme un mantra face à Washington. Exactement. Malgré ce refus diplomatique, Trump réaffirme qu'il a un intérêt personnel pour le Groenland en avançant évidemment toutes les raisons possibles. Raisons de sécurité variables selon le jour. La ministre Vivian Motzfeldt a été directe. Elle a dit qu'il n'est pas nécessaire que les États-Unis nous achètent. Un point, c'est tout. Elle n'aurait pas pu être plus directe. Le Rasmussen a nié les rumeurs sur une influence militaire ou économique de la Chine, affirmant leur fausseté. Il affirme que l'Allemagne et la France ont envoyé des troupes au Groenland et donné l'alerte. C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé. Et l'OTAN dit simplement que le bouclier diplomatique et le bouclier militaire couvrent toute la Groenland. Donc toute personne qui envahit la Groenland s'y engage. Donc avec toute l'OTAN, avec les États-Unis et avec le Canada, c'est la loi, ce n'est pas une question de vouloir ou non, c'est une obligation totale. Conflit central. Alors tu te dis, voilà le sujet. Si la Groenland est protégée et les pays aussi militairement, passons à d'autres sujets. Toujours de l'incertitude sur ce sujet, et je pense que cela ne changera pas beaucoup. Mais avant toute autre chose, ce serait, disons, l'annonce de l'itinéraire que vont suivre là-bas le président Trump et la chef de l'opposition. Maria Corina Machado est le prix Nobel de la paix. Il va aussi avoir un repas, pas un petit déjeuner, il me semble que c'est un déjeuner, là-bas. À 11h du matin, la porte est fermée, à midi 30, l'après-midi, à huis clos. Ils vont se voir et donc, on s'y attend, donc par là... Nous allons voir comment certaines... Une surprise est ce à quoi on s'attend, il y aura sûrement une surprise. D'ailleurs, ils sont déjà sortis d'un point à la ligne. Ce sujet ne sera pas oublié, même si l'on fait et défait des questions géopolitiques. Les victimes sortent, les victimes d'Einstein et de tout ce qui s'est passé autour de ce réseau d'abuseurs, les victimes ne sortent pas.
Voyons ce qui se passe, n'oubliez pas. Les survivants d'Einstein n'attendent plus, dit-il. Ils demandent aujourd'hui que l'inspecteur général du département de la justice enquête sur la publication des dossiers d'Einstein. En citant des rédactions imprudentes, des identités exposées, des protections pour les présumés auteurs, où ont-ils protégé les auteurs et exposé les victimes? Certains qui auraient dû être effacés en tant que victimes ne l'ont pas été, alors que les auteurs, eux, l'ont été. Tu te demandes de quoi il s'agit, non? Évidemment, ils demandent de la transparence, ils demandent qu'on ne les retraumatise plus. On appelle ça des affaires. Évitons de les traumatiser à nouveau dans de telles situations. Passons à d'autres sujets. Merci. L'économie de l'Iran s'est effondrée et nous allons voir quelques données qui montrent à quel point la situation est extrêmement compliquée pour ce qui se passe en ce moment là-bas en Iran. Non seulement l'économie, mais la valeur du rial a tout simplement disparu. Face à cela, passons à quelques points marquants d'aujourd'hui, ou bien disons au sein de tout ce qui se passe là-bas en Iran. Le point le plus grave a réellement déclenché la protestation et poussé certains transporteurs à se soulever. Pas là où les protestations étaient les plus visibles. Et ensuite, en rejoignant les autres, on peut dire secteur. Le rial en chute libre. Le rial iranien aurait subi sa pire dépréciation, avec un taux de change sur le marché libre atteignant environ 14 à 15 millions de rials pour chaque dollar très compliqué. Et oui, c'est quelque chose de ridicule. J'imagine qu'à ce stade, le billet doit valoir comme au Venezuela. À un moment donné, le papier du billet doit valoir bien plus que le réal lui-même, n'est-ce pas? Comme en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, on transportait l'argent en brouette, mais à l'arrivée, tout coûtait déjà plus cher. Elle valait plus cher, c'est-à-dire les choses qu'ils allèrent acheter, oui. Elle valait déjà beaucoup plus cher, et donc ils ne pouvaient plus acheter. Imagine, oui, qu'un dollar vaut 1,415 millions de réals. C'est le niveau le plus bas jamais enregistré, selon ce que rapportent certains rapports internationaux. La monnaie a été décrite comme pratiquement sans valeur face à l'euro et au dollar, car elle est sans côté, en gros sans valeur. Non, le chiffre, bien parce qu'ils doivent l'afficher, il est symbolique, c'est 0,00016, il me semble que c'est ça. Il me manque peut-être des zéros, mais le point, c'est qu'il y a aussi une hyperinflation. L'inflation en Iran a atteint des niveaux critiques, avec des chiffres officiels et du marché qui tournent autour de 42% par an, bien qu'en réalité, ils assurent que l'inflation dépasse les 70%. C'est donc plus du double de l'inflation de l'Argentine qui s'en est bien mieux sortie cette année. Et c'est à peu près la moitié de l'inflation qu'elle a eue. Environ un peu moins de la moitié de l'inflation qu'a connue le Venezuela cette dernière année, qui a aussi connu une inflation très importante. L'économie pour un pays qui non seulement possède du pétrole, mais qui a aussi d'autres secteurs d'activité. Il faut rappeler que presque tout le pétrole qu'ils extraient est acheté par la Chine et l'Inde, donc ils en vendent bien. C'est encore important et face à cette situation, c'est une société qui a eu de bonnes universités, malgré un contrôle très strict. Parce que l'une des choses qu'a dit ce Aminé au tout début, quand il a commencé à prendre le pouvoir, c'était « occupez-vous d'étudier et de vous développer ». Et moi je m'occupe de la politique, et il s'est essentiellement chargé de cette partie. Et l'économie et la politique vont terriblement mal. Grèves, fermetures, manifestations dans des centaines de lieux rendant la situation très compliquée. Sans économie, à quoi revenir après les manifestations? À quoi revient-on le lendemain? Eh bien, s'il n'y a rien? Non, rien ne bouge, exactement. Et bon,
Passons aussi à un autre point important. Il ne s'agit pas d'un simple événement, mais d'une vague d'attaques qui a eu lieu. Pendant ce temps, en ce moment, on ne parle presque pas du sujet de l'Ukraine. Eh bien, il y a une vague d'attaques. Cette fois-ci, profitant de la situation et du fait que pratiquement les États-Unis ont déjà commencé à oublier, Donald Trump a commencé à oublier l'Ukraine, eh bien ce mouvement a lieu exactement. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré l'état d'urgence énergétique en Ukraine parce que les températures avoisinent les moins 20 degrés et à cause des attaques, ils ont interrompu l'approvisionnement en électricité, laissant des personnes, à la merci de ce froid qui est impressionnant. Le président ukrainien a aussi annoncé une hausse des importations d'énergie pour cette raison, et les équipes énergétiques d'Ukraine ont travaillé de manière, inlassable, n'est-ce pas, pour essayer de maintenir l'énergie autant que possible. Malgré les attaques, ils réparent ce qu'ils peuvent, puis sont de nouveau attaqués. Cet assaut ne cesse jamais. Bon, passons au sujet. D'autre part, le Congrès des États-Unis a révélé une série d'informations très intéressantes. Il montre qu'il y a eu un approfondissement des liens militaires, économiques et financiers entre le Venezuela et la Chine. Un sujet, j'imagine en ce moment la soupe qu'ils ne laisseront pas passer à ce Maduro. Sur le sujet de la Chine, sur le sujet de la Russie, sur le sujet de Cuba, sur le sujet du Mexique. Donc beaucoup de sujets, des sujets sur lesquels j'imagine qu'il va révéler des informations assez intenses. Alors, attention à ce qui arrive dans ce sens, mais allons voir quelques détails, parce que, dans ce contexte, ils disent que c'est dévastateur. Le Congrès américain révèle que la Chine fournit armes, technologies et contrôle satellitaire au régime Maduro malgré les sanctions. Le Congrès des États-Unis publie ce rapport dans lequel il révèle des liens militaires, financiers, des liens géopolitiques entre la dictature, le régime, de Maduro, maintenant de Delcy Rodriguez. Et donc la Chine... Exactement, la Chine a élevé en 2023 sa relation avec le Venezuela au plus haut niveau de coopération diplomatique, la qualifiant de partenariat stratégique à toute épreuve. Ce qui signifie qu'elle soutient le commerce, l'énergie, les télécommunications, la défense et la politique. Et des entreprises comme Huawei et Compagnie Anonyme Nationale Téléphone de Venezuela dominent le secteur des télécommunications au Venezuela. Compagnie Anonyme Nationale Téléphone de Venezuela, elle a créé le carnet de la Patria, utilisé pour le contrôle politique, la distribution alimentaire et la surveillance sociale. Le Venezuela doit plus de 10 milliards à la Chine et malgré cela, ce sont des prêts qu'il a depuis 2016. La Chine maintient toujours la dette du Venezuela en suspens. Un sujet dont nous avons déjà parlé plusieurs fois ici, cette dette que le Venezuela a envers la Chine. Une dette qui, évidemment, génère aussi de la nervosité chez les Chinois. Qui me paiera si le régime s'effondre ? C'est quelque chose dont on a déjà parlé en théorie, même si ce n'est pas un sujet qui a pu être confirmé, mais on sait qu'il y a eu des communications dans ce sens avec les Chinois. La Chine achète entre 50% et 89% du pétrole vénézuélien, dont une grande partie transite discrètement par le Brésil et la Malaisie. La Malaisie est l'un des principaux pays qui blanchit le pétrole pour l'Iran et la Russie, ce pétrole arrivant dans le pays. Ils le mélangent avec un autre pétrole, et ce pétrole évite les sanctions des États-Unis et de l'Europe. En effet, ce n'est pas le seul pays endetté envers la Chine. Pékin a déjà construit et exploite les bases Sombrero et EPA, capables de remplir leurs fonctions. Suivi et contrôle de satellites potentiellement utiles pour les opérations militaires de l'armée populaire de libération chinoise.
De plus, le rapport indique également qu'au cours de l'opération secrète du 3 janvier ordonnée par Trump pour capturer Maduro, eh bien, les radars chinois au Venezuela n'ont pas détecté les avions des États-Unis, ce qui remet en question leur réelle efficacité sur le plan militaire. La Chine et aussi la Russie, parce que la Russie était également présente et il n'y a eu aucun mouvement. C'est seulement 11 mois. En 2025, le commerce bilatéral entre la Chine et le Venezuela a atteint 6 milliards avec un excédent de 3,8 milliards pour la Chine. L'essentiel concerne les importations, notamment de produits pétroliers. Non, pour vous donner une information, pas vraiment. On estime qu'il y a 400 000 Chinois vivant au Venezuela. Oui, c'est-à-dire qui sont nés en Chine et qui... Enfin, non. Parce qu'ici au Mexique, disons, des familles chinoises, comme par exemple à Mexicali, à Sonora, toute cette région a accueilli une communauté chinoise depuis l'avant-dernier siècle. Si on calcule ça, eh bien le Mexique, ceux qui sont déjà nés ici depuis des générations, qui ont une origine chinoise, c'est-à-dire qui ont... Nous avons en fait plusieurs amis portant des noms comme Chong ou dont les ancêtres étaient en chinois. Sans les compter, eux, parce qu'ils sont environ 2 millions, n'est-ce pas ? Et donc là, évidemment, c'est une très grande communauté. Mais sinon, en parlant de Chinois, de vrais Chinois, c'est-à-dire des Chinois qui sont littéralement nés en Chine, qui parlent chinois, qui vivent ici au Mexique, ils sont environ 14 000, soit très peu. Là-bas, ils sont 400 000, ils remplissent une ville. C'est-à-dire, il y a 400 000 Chinois, donc d'origine chinoise, qui sont partis vivre au Venezuela. Donc oui, il y a un intérêt vraiment très très fort, non ? Et ça, eh bien, ça fait partie de ces mouvements, je suppose, stratégiques, non ? Je veux dire, non, je n'imagine pas que ce soit juste parce qu'on va au Venezuela, parce qu'il y a peut-être une opportunité d'affaires. Je supposerais alors que ce serait vers d'autres pays, non ? J'imagine que ce mouvement doit être davantage orienté vers le stratégique, vers d'autres types d'intérêts, disons, mais bon, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Merci. Merci. Bien, là, nous voyons J.D. Vance. Au moment où ce vote a lieu, eh bien, pour voir s'il était possible que les États-Unis attaquent à nouveau le Venezuela. Le Sénat des États-Unis, donc, va permettre qu'une attaque contre le Venezuela puisse à nouveau avoir lieu. En gros, la tentative de limiter les pouvoirs militaires de Trump au Venezuela a déjà été bloquée par le Congrès, presque à égalité. Le vote était presque à égalité et J.D. Vance l'a départagé. Le vice-président dispose d'un des rares pouvoirs, départager les votes. Comme ils étaient à 50-50, J.D. Vance est intervenu. Il a voté en faveur du fait que, en gros, qu'on ne limite pas l'usage militaire contre le Venezuela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En résumé, que le Sénat des États-Unis ? Eh bien, dans une nouvelle résolution adoptée ce 14 janvier, elle autorise le président Trump à utiliser des forces militaires au Venezuela. Et cela, eh bien, c'est très important, parce qu'il y a aussi les défis. Lorsque le Congrès des États-Unis a d'abord cherché à limiter Trump sur ce sujet, il est devenu évident que ce Diosdado est devenu plus provocateur. C'est très curieux que pour cela, où est Padrino ? Je veux dire... Oui, il n'apparaît presque pas. Eh bien... Oui, il l'avait déjà fait lors de ce vote. Les républicains avaient perdu parce que plusieurs républicains, eh bien, avaient voté en faveur de la limitation du pouvoir de Donald Trump au Venezuela. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à convaincre 2 républicains de revenir dans le rang. Comment ça, de voter comme les autres ? Il y a aussi eu beaucoup de pression de la part de Donald Trump, si vous vous souvenez. Il y a eu une réaction immédiate quand ce sujet a aussi été révélé. Et c'est un sujet que, bon, on en parlera un peu plus tard. Ils sont aussi en train de faire des mouvements pour le Mexique. Une fois, bon. Les démocrates essaient de faire la même chose, d'interdire les fonds pour une guerre contre le Mexique à cause de ce que Donald Trump a dit ces derniers jours.
Pour le faire, pour lancer une action contre le Mexique, il devrait avoir l'autorisation du Congrès. C'est une initiative qui répond donc à ces déclarations faites par Donald Trump, où il affirme qu'il va y avoir des attaques terrestres contre le Mexique. Eh bien, voilà. Les législateurs démocrates ont présenté à la Chambre une loi visant à interdire l'usage de fonds publics pour une action militaire contre le Mexique sans l'accord du Congrès. C'est un sujet qui a suscité énormément de controverses aux États-Unis, parce que Donald Trump contourne essentiellement le Congrès pour tout. En résumé, il n'irait pas travailler et lui prendrait toutes les décisions. Cette proposition découle directement des commentaires du président sur la possibilité de mener des opérations contre les narcotrafiquants au Mexique. Mais aussi parce que, dernièrement, nous avons vu de nombreux drones se déplacer près des côtes mexicaines, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une possible escalade contre le Mexique sur la question du narcotrafic. Et comme Donald Trump contourne tout, eh bien, les démocrates essaient de protéger les ressources pour éviter une confrontation directe. Mexique, eh bien voilà, c'est aussi une partie de la tension qui existe sur ce sujet. D'ailleurs, à part ce sujet, il y a un avertissement, une alerte sanitaire. Ceci concerne les États-Unis. Voyons de quoi il s'agit. Mais, eh bien, il a été remarqué qu'il est rapporté que les autorités auraient diffusé une série de recommandations pour certaines régions des États-Unis. Voyons en détail ce que l'on sait à ce sujet. D'après les rapports, cela concerne le centre de l'État de Géorgie. Ils ont reçu aujourd'hui, le 14 janvier, des avertissements officiels en raison de la présence de niveaux inhabituels de pollution par les particules fines 2,5, selon les données du système AirNow de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement. L'enregistrement de l'indice de qualité de l'air, selon les rapports sur le nombre élevé de particules, a augmenté. L'avertissement conseillait de rester chez soi, sauf en cas de nécessité, particulièrement pour les personnes sensibles, âgées, enfants ou souffrant de maladies respiratoires ou cardiaques. Ils leur ont également demandé de limiter l'activité physique en plein air, évidemment. Et les autorités locales et fédérales ont réitéré l'importance de surveiller ces indices et, bien sûr, de suivre ce type de protocole. Exactement, il faut rester attentif à ce sujet parce que parfois les gouvernements veulent effacer ces informations ou veulent qu'elles soient connues. Je recommande de rester à l'intérieur et de garder portes et fenêtres fermées pour empêcher l'air extérieur d'entrer. Utilisez ces purificateurs d'air domestiques si disponibles. Évitez d'utiliser bougies, poêles à bois ou autres sources similaires à l'intérieur. Consultez régulièrement les informations d'ERNA et les canaux officiels de l'EPD. Combien de temps cette alerte va-t-elle durer ? Eh bien, pour l'instant, les autorités n'ont pas fixé de date pour la fin de cet avertissement. Ils assurent qu'ils évalueront la situation en continu. Et selon l'évolution du climat, s'il pleut, s'il y a du vent, alors l'air se purifie et tout redevient calme. Mais bon, alors, où peut-on consulter l'information pour ceux qui nous regardent en Géorgie ou simplement pour ceux qui sont là-bas aux États-Unis ? Sur AirNow Governor, c'est là que vous pouvez, c'est AIRNOWGOVUV, pas AirNow Governor. C'est là où vous pouvez, il y a aussi un site de l'Agence de protection de l'environnement, c'est-à-dire, je ne connais pas l'adresse exacte, mais si vous cherchez le site de l'Agence de protection de l'environnement aussi, normalement ils y publient les mises à jour. En cas de doute, consultez-le s'il vous plaît, et tenez compte de cet avertissement demandant attention. Au fait, il y a aussi autre chose, c'est que sinon, eh bien, je ne suis pas une personne âgée, ou je n'ai pas de problème respiratoire. Bon, il faut juste préciser que ce n'est pas comme si rien ne pouvait arriver, c'est-à-dire même une personne en bonne santé. Exactement. Voici une information de leur part. Ils annoncent pour leur dernier avertissement. L'exposition continue à ces niveaux de particules fines, 2,5, cause des dommages irréversibles à la santé si les recommandations ne sont pas suivies. C'est-à-dire qu'à long terme. Cela, eh bien, disent-ils, peut aussi entraîner un problème avec des dommages irréversibles aux voies respiratoires, disent-ils. Les hôpitaux locaux se préparent déjà à une possible augmentation des consultations pour des symptômes respiratoires. Et ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui tu es en bonne santé, mais tu travailles à l'extérieur, n'est-ce pas ? Eh bien, mets un masque, non.
c'est-à-dire dans les voitures, bon, pas toutes, mais beaucoup de voitures. Là où il y a la climatisation, eh bien, il y a un filtre, et parfois ils ont des filtres. Avec un niveau, eh bien, très avancé, ce niveau comme si c'était un masque, ou même encore plus avancé, c'est tout. Il faut le nettoyer et le changer régulièrement. C'est donc un point à considérer. Merci. D'après ce que rapportent un père et son fils, et je vous en parlais hier, j'ai le sentiment que nous sommes à un moment où beaucoup des grandes découvertes ou inventions à venir ne viendront pas seulement des entreprises ou des universités, mais seront aussi, comme dans ce cas d'un père et de son fils qui ont simplement dit « Allons fabriquer le drone le plus rapide ». Et ils l'ont fait, n'est-ce pas ? Nous allons voir surgir des innovations soudaines, venant des endroits les plus inattendus, qui vont apporter des inventions et des développements impressionnants. Grâce à la meilleure circulation de l'information, de plus en plus de gens réalisent qu'ils peuvent entreprendre des projets autrefois jugés impossibles. Et cette fois-ci, un père et son fils réalisent le drone impossible. Un drone qui atteint 650 km/h, on parle donc d'un drone qui va à une vitesse impressionnante. Ce duo originaire d'Afrique du Sud va faire émerger d'autres pays, au-delà de la Chine, des États-Unis ou de l'Allemagne. Non, d'autres pays vont commencer à apparaître. Ici même, en Amérique latine, en Afrique, etc., avec des inventions et des développements très intéressants, ils ont battu le record Guinness avec cette invention. Exactement. Le drone s'appelle Peregrine Big Four et il a été créé par les Sud-Africains Mike Bell et son fils Luc. Il a atteint 65 759 km/h, établissant ce record. Guinness avec un drone quadricoptère et c'est le plus rapide du monde. Évidemment, cet exploit a été réalisé par cette équipe père-fils qui ont passé des années à développer indépendamment ce drone. En gros, ils le font chez eux. Il bat le record précédent, qui était aussi un modèle australien appelé Blackbird, de Benjamin Biggs, qui avait atteint à l'époque une vitesse assez élevée. Ce n'est pas la première fois qu'ils battent ces records. La famille Bell avait déjà obtenu le record de 480 km/h en 2024 et de 585 km en juin 2025. C'est complètement fou, sincèrement, c'est complètement fou, mais bon. Ils l'ont imprimé chez eux avec une imprimante 3D, la Bambulab H2D. Design aérodynamique monobloc pour éviter les problèmes, avec 4 moteurs T-Motor 3120 brushes de 900 kb. Impressionnant. Ce sont des faits connus car ils ont participé à un concours, une exposition ou battu un record Guinness. Mais combien de choses ne sont en train de se développer sans qu'on ne le sache jamais ? C'est-à-dire qui se développent et qui, pareil, pourraient nous surprendre. Impressionnant de le voir avancer comme dans un désert sur la plage, une côte et une évolution remarquables. Donc, tu es là, debout, et tout à coup, il se passe quelque chose et tu appelles Mossan, non ? Elisa a vu un ovni, c'est sûrement un drone là-bas. Impressionnant, non ? Comment une caméra pourrait-elle l'immortaliser ? Tu prends une photo, mais comment le capter ? Comme une ligne ? Tu ne dirais pas juste « Eh, c'est quoi ?» Ça ne t'étonnerait pas, tu reconnaîtrais le son, c'est un drone ou ce bourdonnement. C'est incroyable ce qu'on fait. Passons à un autre sujet aussi important. Bon, passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Plusieurs sujets dont il faut parler avec des images qui ont surpris aujourd'hui.
L'une d'elles est celle-ci, où l'on entrevoit la sortie. Pas de ces avions qui semblent transporter du personnel déplacé depuis le Qatar. Nous en parlions ce matin. Un autre des sujets également intéressants d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Ce document qui est présenté, n'est-ce pas ? Nous en avons aussi parlé il y a un moment, des documents qui ont été déclassifiés de l'opération Absolute. Déterminé où il disait « Attention, la redoutable, c'est Célia, pas Maduro ni Nicolas ». La redoutable dans la relation la plus impressionnante, disons, ce serait Célia, l'épouse. Cela confirme ce qu'on disait toujours, on en parlait sans cesse. Oui, c'est que les images, enfin celles qu'on voyait, n'est-ce pas ? La télévision du Venezuela, montrait l'image de l'épouse et toute petite à côté, n'est-ce pas ? Mais les Vénézuéliens nous disaient toujours « Mais elle, est-ce qu'elle est forte ?» Pas exactement, oui, je veux dire, tellement que dans le rapport pour les arrêter, il y avait un avertissement parce qu'elle, c'est la forte, elle pourrait vouloir se défendre ou quelque chose comme ça. Regardez et faites attention, cette image est hallucinante, historique de mon point de vue, de ce qui se passe là-bas en Iran. Selon Visegrad 24, si je ne me trompe pas, il s'agit ici du décès et de l'enterrement, mais pas des funérailles, d'Elireza Seidi. Oui, elle a été enterrée aujourd'hui, le 14 janvier. Ce qu'il rapporte concerne le peuple, pas leur village. Ils sont allés à l'enterrement. Tout le monde s'est réuni, tout le village s'est rassemblé là, ou du moins une bonne partie. Et ils ont commencé à crier en chœur « qu'Ali Khamenei meurt, mort à Ali Khamenei », disent-ils. Toute sa ville natale a assisté en nombre à ses funérailles, criant « mort à l'ayatollah Jamenei ». C'était très tendu, écoutons ce moment. Incroyable, vraiment incroyable. Eh bien, cette personne, Elireza Seidi, aurait été éliminé par les forces du régime islamique alors qu'il protestait pour un Iran libre dans les rues d'Abdanan. Lorsque les habitants de la ville ou du village l'ont appris, ils sont allés aux funérailles et ont commencé à scander des slogans. C'est-à-dire les gens sont extrêmement en colère, ils sont furieux, et la situation est aussi, elle est incontrôlable, non ? Ou est-ce vraiment un sujet terrible ? Et que fait Masoud Pezeshkian qui n'est pas apparu depuis environ 5 jours, tu dis ? Comment cela peut-il arriver ? Qu'ils préviennent déjà d'une guerre possible et que la nation ne réagisse pas envers Masoud Pezeshkian ? Le président reste silencieux, évoquant une possible démission. Depuis cette annonce, aucune information n'a filtré. Depuis samedi, on ignore tout de lui, il devait s'exprimer mais ne l'a pas fait. En Iran, la population affirme que la présence des forces de sécurité s'est fortement accrue dans les rues, surtout dans les grandes villes. Il y a un contrôle pour éviter davantage de manifestations, on parle de patrouilles, de points de contrôle qui sont présents en permanence, une augmentation du déploiement de la police militaire dans les centres urbains et un contrôle constant dans les hôpitaux. Ils traquent celles qui ont déjà été blessées lors de ces manifestations. Pour les emmener, ils finissent par le savoir car la vie avance très lentement. Ils disent que de nombreux magasins restent fermés et que les rues sont plus calmes que d'habitude. Eh bien, en gros, même si un couvre-feu n'a pas été déclaré, ils sont en fait sous couvre-feu. Exactement, non. Et voilà, en ce moment, Reza Pahlavi apparaît, ou plutôt Reza Pahlavi n'apparaît pas, et il lance aussi un message très fort. Voyons si je peux, dit-il. Il fait une déclaration à ce sujet sur la chute potentielle du régime des ayatollahs, dans laquelle il a également parlé de la question de la sécurité et de la politique étrangère. Il affirme que le programme nucléaire militaire de l'Iran prendra fin et que le soutien aux groupes terroristes cessera immédiatement, mettant ainsi un terme aux guerres par procuration. Un Iran libre coopérera avec ses partenaires pour combattre terrorisme, crime organisé, trafic de drogue et extrémisme islamiste. Il dit aussi que les relations avec les États-Unis seront normalisées et que notre amitié avec les États-Unis et son peuple sera rétablie. L'État d'Israël sera immédiatement reconnu et nous encouragerons l'expansion des accords d'Abraham vers les accords de Siro, en réunissant un Iran, un Israël et un monde arabe libre.
Un message, espérons-le, atteindra le peuple d'Iran pour connaître leurs pensées et sentiments sur la situation. Aujourd'hui, ils ont préparé tous les bunkers en Israël et étaient prêts à attaquer. Surtout la partie sud. Oui, cet après-midi, une grande partie était déjà ouverte. Le Royaume-Uni a aussi relevé l'alerte et déconseillé les voyages en Israël. C'est un sujet qui, justement, si jamais il y a une attaque de la part d'Israël, enfin des États-Unis, qui l'Iran va-t-il attaquer? Ce sera sûrement Israël, non? Probablement c'est un objectif possible, surtout le Qatar qui accueille la plus grande base militaire américaine. Passons aux commentaires. Passons donc aux commentaires. Il y a des estimations qui ont été faites sur combien coûterait le Groenland, non? Et fondamentalement, il serait impossible de l'acheter, même si on essayait, même si le Groenland disait « d'accord, achète-la ». Ce serait à peu près le prix. Combien estimait-il? Environ 700 milliards de dollars, soit la moitié du budget du département de la Défense, autrement dit de la guerre. Ce n'est plus comme ça qu'on l'appelle maintenant. Je ne sais pas, ça ne leur suffit pas, ils devraient pratiquement le prendre de force. Combien ça te coûte en plus de l'attaquer, c'est-à-dire les dépenses militaires? Je pense que la dépense est bien pire car ton économie s'effondre. Tout ce que tu vends et achètes chute. Pour l'Europe, il y aurait aussi un blocus. C'est-à-dire cette situation est vraiment étrange. Évidemment, il se passerait d'abord d'autres choses à l'intérieur des États-Unis avant que cela n'arrive, non? Je veux dire qu'il y aurait beaucoup de pression sur le président Trump, de la part des entrepreneurs, de la part des différents secteurs. Si tous les entrepreneurs européens disaient « ne mets pas mes affaires en danger », cela influencerait peut-être les politiciens. Oui. En vérité, la population du Groenland est très nerveuse à ce sujet. Oui, ils prennent ça au sérieux. Et ce qui les inquiète le plus, c'est que si jamais on les occupe ou qu'on les achète, peu importe, ils veulent que leur mode de vie soit préservé, disent-ils. Nous refusons la culture de violence des États-Unis. Qui est-ce? Bien sûr, sinon, eux, ils sont dans l'idée qu'ils ne veulent pas... Qu'on leur détruise la glace, par exemple. C'est comme ça, leur culture est vraiment très différente. Oui. Alors imagine qu'ils arrivent en toi soudainement et disent « Bon, on va faire du fracking ici, faire du fracking non, alors voyons la situation. » Oui, pas dans le tourisme mondial, nous raconte Raoul Sachs. Au Groenland, ça ne vaut rien. Et l'Éthiopie? C'est très cher. Quel est le pays le plus cher? Si c'est l'Éthiopie, mais quelqu'un s'en souvient-il? Quel est le pays le plus cher? L'un des plus importants, tu te rappelles? Kachamka, dans les jeux de risque. Non, on ne parle pas de ça, mais dans le jeu du touriste, le touriste, je n'aime même pas, je ne m'en souviens même pas. On parle du jeu du touriste? Je ne m'en souviens pas. Sans le jeu, Pépé ne me plaît pas, car il gagne toujours. Quels sont les pays les plus chers? Je ne m'en souviens pas, elle dit... Celui-ci, voyons voir. Laisse-moi regarder sur Internet. Comment vas-tu? Il dit bonsoir, très bonsoir, il dit. Merci beaucoup, papa de Novak. Comment vas-tu? Très bien. Salutations au papa de Novak. Non, je pense qu'il va encore regarder un moment. Marcella, comment vas-tu? Salutations au Chili, bonsoir, Gabriel Dario, merci pour le like. Comment les États-Unis prennent-ils quelque chose par la force? Ça n'est jamais arrivé. Quand est-ce que cela s'est produit? Salutations, 67. Dit Narnia. La plus chère dit parle-moi bien. Dans d'autres jeux, c'est de Vic. Comment vas-tu? Salutations, William, comment ça va? Comment vas-tu? Dit-il. Salutations du Pérou, Narnia. Locataires de louer-le pour 100 ans, ils ont refusé une des propositions. Pas dans les plus chers dans le tourisme, en touriste. Non, oui, c'est la Suisse, l'Australie, les États-Unis, Antigua et Barbade. Non, ici il ne parle pas du jeu touriste. Il ne parle pas du touriste, non? Celui-ci, non, ce n'est pas du tourisme. Oui, du jeu de société touriste? Non, alors... Non, ce n'est pas pour là. Ah, d'accord. Ça l'a blessé. Je lisais, je ne sais pas... C'est le jeu de société, oui? Oui, j'en ai. Je joue depuis longtemps. Non, je suis professionnel. Oui, elle n'est même pas ancienne. Et Bermuda, par exemple...
Eh bien, ça dépend du jeu. Il y a beaucoup de versions du jeu. Non, toi, à laquelle tu as joué pour chercher la version touriste. La seule qu'il y a. Fernando Editorio. Tu as donné le, dit Cléo. Comment vas-tu ? Salutations, Cléo Vasquez. Très bien de Gires, dit le Riz. Le meilleur du jeu de société dit « et toi, tu joues ?» Celui de comment ça s'appelle, celui des dragons, donjons et dragons. Ce Gires est déjà devenu expert là-bas. Comment ça s'appelle ? Stranger Things. Non, oui. Oui, je sais que selon les versions, les pays les plus chers varient, parfois États-Unis et Japon, parfois Canada et Mexique. Ce n'est pas celui de Fernando, mais celui des éditeurs. Photogramme ne s'appelle pas Photogramme, le Mexique est le plus cher parce que c'est du Mexique. Non, ce n'est pas bon, ma lady. On peut faire la 3e, non. Daniel, tu dis la 3e guerre mondiale ? Non, eh bien, espérons que non. Je pense que l'avertissement de Trump, c'est pour négocier, comme toujours. Il applique la même chose que Poutine ? Non, ça ne cesse pas d'être. Exactement, ce sont les seuls qui parlent de la 3e guerre mondiale, c'est de là Vladimir Poutine et Donald Trump. Quand ils négocient, ils ressortent toujours le vieux truc. Évoquer la 3e guerre mondiale, non ? Et bien sûr, ce sont des nouvelles, parce que comment ça ne serait pas une nouvelle qu'un président comme Poutine de la Russie ou Trump des États-Unis parle du sujet ? Ça devient une nouvelle ? Il faut aussi clarifier cette partie, non ? C'est-à-dire, c'est clairement l'un des plus grands sujets de crainte actuelle pour l'humanité, à savoir une 3e guerre mondiale. Ne pas dire « Ah, j'utilise ça et je mets la pression pour que, évidemment, ça n'arrive pas ». Non, parce que tu joues, en théorie, pas avec des diplomates, qui connaissent donc déjà tout ça. Ce genre de choses que Poutine a trop utilisé pour rester crédible. En plus, non, il n'y a aucune raison, dans le sens où prendre le Groenland empêcherait une guerre mondiale. C'est-à-dire, il dit aujourd'hui, si ça va l'éviter, peut-être qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire, non, je vais juste te demander, explique-moi pourquoi. Pourquoi ça éviterait la 3e guerre mondiale ? Eh bien, je ne saurais pas quoi te dire. Non, il n'y aurait aucune raison. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais me protéger de la 3e guerre mondiale. Vous, non. Le franc-jeu. Salut Pépé. J'ai déjà entendu dans le journal télévisé du Mexique ici qu'ils disent que l'Iran a des armes nucléaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou s'ils exagèrent. Il n'a pas encore d'armes nucléaires. Et vous ? Oui, il avait du matériel, mais il devait encore l'enrichir pour obtenir une arme nucléaire. Après la guerre des 12 jours, on ignore ce qui s'est passé. Pas exactement ce qui se passe maintenant. Oui, eh bien, si cela continue à avancer, il est possible qu'il les développe. Il dispose de matériel enrichi à 60%. Selon l'Organisation internationale de l'atome et l'enquête en cours, il ne l'avait pas précédemment. Oui ? Exactement, c'est-à-dire où ils en avaient. En juin, rappelons que des tirs ont visé plusieurs installations nucléaires situées à 100 mètres sous terre et elles ont été détruites. Là-bas, en théorie, il y avait le matériel radioactif, environ 400 kilos suffisant pour 10 armes nucléaires. Dans tous les cas, même s'ils enrichissent à 90% et même s'ils développent l'arme, parce que ça ne sert à rien d'avoir seulement le matériel radioactif enrichi. Si tu n'as pas l'arme qui provoque justement cette implosion qui génère la réaction en chaîne. Il n'y a pas ce sujet nucléaire, donc jusqu'à présent, il n'y a rien de fiable. Rien qui puisse, parce que ici, nous suivons tous les rapports de renseignement, et jusqu'à présent, il n'y a aucun rapport de renseignement qui confirme quelque chose comme ça. Même pas qu'il soit un proche. Dit Polyprin, la Suisse est celle qui est la plus chère, sûrement parce que c'est le pays que c'est. Salutations à Rabios. C'était un pays qui était parce qu'il n'est plus neutre. Elle investit déjà dans l'armement, a envoyé du matériel à l'Ukraine et imposé des sanctions à la Russie, selon Raoul Sachs. Je recommande d'étudier l'histoire de l'Iran depuis l'Empire perse pour comprendre le conflit. Le Shah d'Iran est un personnage important. Le grand-père, le père et le fils, dit Raoul Sachs. Salutations, Raoul. Santé, Raoul. Aussi à Christy. Comment vas-tu, Christy? Cléo Vasquez aussi. Nous avons aussi ici Vic qui demande si on accepte un chèque post-daté. Haha, dit Vic. Salutations à Élisée qui évoque les 3 M des soudeurs. Vous ne parlez que de cela? Ils vont sortir le dollar d'1 billion, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais $1 qui vaudra 700 milliards de dollars, comme l'a fait ce monsieur Bursteward. Oui, c'était bien 1 trillion? Pas 1 trillion. Anderlecht suit une tradition. Avec ça, je salue William et j'envoie des salutations du Pérou, du Groenland. Louer l'église, il s'arrête pendant 100 ans.
Salutations à Gabriel Dario et Jazz Milwaukee, je suis très haut, je vais descendre. Si nous sommes en danger, combien y a-t-il de pertes en Iran? Regarde le gouvernement, il dit que ce garage, passé sur Fox et interviewé, parle de seulement quelques centaines de personnes. Hier, une fuite interne au gouvernement a révélé qu'il y en a plus de 2000. Certaines organisations non gouvernementales estiment qu'il pourrait y en avoir plus de 20 000. Oui, la dernière donnée des organisations non gouvernementales tourne autour de 50 000. Il y en a 50 000, oui. Ce matin, ils en parlaient, mais au final, ce sont des chiffres impossibles à confirmer. Donc en ce moment, le chiffre le plus proche de la réalité doit être ces 2000, c'est-à-dire la réalité vérifiable, pas la réalité. Évidemment, on sait qu'il y en a beaucoup plus, mais là, il y avait les noms, il y avait aussi les noms de celles qui ont donné les ordres des attaques. Les descriptions sont vraiment dures et bon, le temps nous le dira. Non, le temps nous le dira. C'est vraiment grave. Aujourd'hui, ils ont publié une vidéo d'un jeune homme d'Iran qui était en train de fuir. Oui, il était déjà à la frontière et il disait que les chiffres étaient impressionnants. Tu veux dire que les militaires sont vraiment durs avec les manifestants? Salutations à Marcella Riquelme, dit-elle. Je ne sais pas où tout cela va finir avec Trump et Poutine et les ayatollahs et les autres dictateurs qui mettent le monde sens dessus-dessous. Salutations Marcella. Salutations Marcella. Très bonne soirée Edilcia. Comment vas-tu? Comment tu as été? Dit-elle. Très bonne soirée Raoul Sachs. Ce qui se passe, c'est que le Groenland est à quelques kilomètres des États-Unis. Ce n'est pas très loin parce que tu traverses tout le Canada. Non, le Groenland est très loin. C'est très loin, nous sommes plus proches de l'Alaska qu'ils doivent protéger. Et ça continue. Allons à la carte. Pourquoi rester ici à parler, non? Allons à la carte pour que vous voyiez à quel point c'est loin. Les États-Unis possèdent des bases militaires au Groenland. Regarde, le plus proche serait Cameron, Maine, de ce côté. Tout ça, c'est le Canada, donc c'est très loin. C'est-à-dire, ici, c'est les États-Unis. Ça, c'est la frontière des États-Unis. À peu près à cette distance, les États-Unis seraient... à environ 4000 km d'ici, c'est vraiment très loin. Bon, écoute quoi. Un autre point, si c'est depuis l'Alaska, alors c'est pire, depuis l'Alaska. Ce serait 8000, 9000, je ne sais pas, énormément de kilomètres. Franchement, là, c'est encore plus difficile à calculer. Voyons, c'est de l'Alaska au Groenland. Disons qu'il y aurait par ici quelques îles du Groenland. Voilà, c'est là. C'est la distance entre l'Alaska et le Groenland, soit des milliers de kilomètres. Ici, c'est les États-Unis. Oui, on va mettre ce côté comme ça, divisé sur la carte, pour que tu vois, regarde, ici c'est la frontière avec le Canada, oui ça c'est le Groenland, oui c'est très loin. Alors bon, il ne faut pas que la carte nous trompe, n'est-ce pas? Parce que oui c'est vraiment immense, quoi d'autre? C'est super loin. Salut, voyons qui est cela, Polly Prince, dit-elle. Même inactifs, ces deux présidents, Donald et Poutine, évoquent la guerre mondiale dès qu'il y a des problèmes politiques, sociaux ou économiques. Oui, ils la connaissent déjà, la classique fiable. Salutations à Tavis, Trump attaquera après vendredi, une fois les marchés fermés. Salutations, dit Tavis. C'est possible, c'est possible. Enfin, c'est quelque chose que je pourrais calculer, non? Oui, salutations à Pouf qui dit pareil. Au Mexique, ils sont plus de 100 000 et personne ne dit rien. Tu parles de quoi? Plus de 100 000, quoi? Salutations à Gérard. Il dit « En fait, la troisième guerre serait un soulagement, vu comment les choses se passent avec toutes ces menaces entre eux. Salutations Gérard. » Salutations Gérard, très bonne journée. Il dit « Où les mettent-ils? 50 000 morts ?» Il dit « 67. Non, ils nous enterrent. » Imagine-toi, non? Eh bien, c'est-à-dire, regarde, ici c'est pour le voir encore plus clairement, non? C'est-à-dire le sujet de la carte. Voici le Groenland, là c'est les États-Unis. Pour que ce soit plus marqué, pour que la distance soit plus claire. Si on regarde la distance, ou le point le plus proche entre le Groenland et l'Alaska par exemple, ce serait environ 2000 km. Je pensais que c'était beaucoup plus, hein. 2000 km comme tu veux, une distance impressionnante d'ici jusqu'à, ou de Monterrey à Cancun à peu près. Et ensuite du Maine aux États-Unis jusqu'au Groenland, qui est ce point, ce que je vous disais par le Maine. Du Maine au Groenland, cette distance est de 3200 à 3500 km. Oui, sauf ici l'Alaska. Même si l'Alaska est plus près? C'est plus proche par ici, par l'Alaska, ce qui fait seulement 2000 km. Parce que sur le plan, sur la carte plate, ça ne se voit pas comme ça, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, mais si on regarde sur la carte réelle, c'est beaucoup plus proche, non? Alors, eh bien, même comme ça fait 2000 km ou 3, depuis la zone continentale, disons, des États-Unis continentaux, c'est 3200 km de distance. Non, c'était juste pour clarifier cette partie. Et l'Alaska à la Russie? De l'Alaska à la Russie, vas-y alors. Assure-moi, laisse-moi vérifier. De l'Alaska à la Russie, 50 km. Oui, je pensais que c'était du Groenland à la Russie, sinon de l'Alaska à la Russie, c'est 50 km. Si on regarde la carte et qu'on zoome, voici la frontière. Elles sont très proches. Ici, certaines îles sont russes, une appartient aux États-Unis, une autre au Mexique, c'est bien ça? Pardon, du Mexique et de la Russie, pas des États-Unis. Et donc, ils ont là leur division, d'accord? Alors ici, il y a la frontière et ici, il y a les îles. Donc, la proximité est d'environ 50 km de distance. Ils sont vraiment voisins, n'est-ce pas? L'Alaska aux États-Unis. Dit Milwaukee, regardez, la série brésilienne est vraiment bien. Elle s'appelle Le Brésilien, elle s'appelle L'Antéchrist ou quelque chose comme ça. Salutations, Milwaukee. Ah, je vais la vérifier. Salutations à Christy qui dit Voilà Christy, ça a bougé. Si je te trouve, je te lis. Selon Christy, l'excuse est la géopolitique, mais ils veulent les ressources. Salutations Christy. Martin Pépé confirme Faites vos paris. L'invasion de Groenlandia se fera avant le 31 ou en février. Il y va pour un taco, une tostada ou autre. Salutations Martin. C'est-à-dire, S'il ne s'en rend pas compte, comment va-t-il? La question du soutien aux États-Unis est vraiment très faible sur ce sujet. oui, Oui, je crois qu'il ne l'abandonne pas, mais je ne sais pas s'il le fait vraiment. Peut-être veut-il détourner l'attention ça peut être ça aussi. ou séparer l'OTAN. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Salut. Voici la taille réelle de Groenlandia. Pour clarifier aussi, parce que Groenlandia peut sembler énorme, n'est-ce pas? Mais regardez, ceci en bleu. C'est Groenlandia placé sur la carte comme on le montre partout dans les écoles, et donc la taille réelle de Groenlandia, c'est ça, n'est-ce pas? En comptant la glace et tout le reste, n'est-ce pas? Donc la taille réelle, et c'est comme ça, c'est juste qu'ils la mettent mal sur la carte, parce que tous les pays du Nord sont étirés sur la carte. Ce qui est donc aussi incorrect, non? Si tu regardes bien, c'est juste un peu plus grand que le Mexique. Groenlandia, non, ça aussi, c'est un sujet là, intéressant. Par exemple, au-dessus des États-Unis, cela aurait environ la taille du Groenland. Mais c'est énorme, non? C'est grand? Pas immense, parce que ça ressemble à un continent. Exactement, pas aussi immense que beaucoup de gens le pensent, ou comme ça semble souvent. Ah, dit Daniel Ramirez. Il demande la météo et mentionne que le vortex a tourné, annonçant un grand froid au Mexique. Oui, il va faire froid. Oui, il va faire froid à un moment donné, autour des vingtaines. Voyons voir si ça va être comme je veux. Regardons rapidement la carte. Voyons ce qui se passe. Regardons ça rapidement, juste pour voir les températures et les observer jour par jour. Oui, et voyons comment ça se présente. Voilà. Voici aujourd'hui le 14 et le 15, la nuit du 15, voilà, non. La nuit du 15 au 16. C'est la partie la plus froide qui descend vers le nord-est, non, qui va vers New York et tous ces pays, tous ces États. Aux alentours du 20, regarde, on va le voir tout de suite, c'est le 16, le 17, le 18, regarde comment ça descend vers le Mexique. Pour samedi, il me semble que c'est non. Eh bien, le 17? Non, ce samedi 17, oui, ce samedi. Ah, le 17, j'ai dit? Je disais 24, mais c'est l'heure? Oui, l'heure exactement, non. Samedi 17 et l'autre samedi 17, 24 oui, mais pas celui-ci. À partir du 17, il va déjà faire bien froid, c'est-à-dire, ici à Monterrey par exemple, il fera environ 3 degrés. Ah, c'est dur, il va vraiment faire froid ce week-end. Il faudra faire un bouillon. Il faut faire un bouillon, exactement. Il faut faire du pozole. Non, la dernière fois qu'ils ont demandé du pozole, rien n'a bougé. Non, pas de pozole, qu'est-ce que tu dis? Et puis dimanche, 4 degrés, ça c'est le 19. Bon. Et si on regarde pour le centre du pays, eh bien c'est pareil. Le centre du pays sera aussi autour d'un chiffre plus ou moins. Si on regarde le 16... Non, il ne fait pas si froid. Enfin, je veux dire, il fait froid quand même, mais oui. Et puis après, on arrive au 20, non, en atteignant les 20, le temps s'améliore un peu. Mais regarde comment ce possible vortex descend, qui pourrait se former là et par là. Du 20 au 21...
22, 23. Regarde, le vortex n'est plus là dans les vingtaines, il reste apparemment. On va voir, on avance un peu trop. Voilà. 25, 26, jusqu'où puis-je aller? 29, 27, regarde le 27, comment ça va être? Apparemment, il va même faire chaud ce jour-là. Au Mexique, ce n'est pas le cas, c'est curieux, non? Non, regarde, les jours les plus froids seraient le 17, le 18 et le 29. Supposément, le froid revient encore. Regarde, voilà, ce serait déjà un froid de niveau 0 degré. Comme ça, non? Il y en a déjà pour le nord-est, et cela pourrait toucher le Mexique. Je ne vois pas plus loin, mais apparemment à partir du 20. Comme si ça allait être plus à l'intérieur, 17, 18 plutôt, et 7, 18, il va faire plus froid. Et comme vous l'avez vu les années précédentes, ça va aussi être intense pour le nord-ouest. Non, en fait, je sais que ce sera plutôt froid partout. Dit Nova. Tandis que l'attention est sur le Groenland, les États-Unis préparent une invasion du Mexique, de Querétaro au Yucatan, là où se trouvent les principales sources de pétrole. Salut, ce n'est rien qui va vraiment arriver, mais je crois qu'il s'en sert pour détourner l'attention d'autre chose. Mais, oulala, je ne sais pas si elles prennent tout et qu'il en reste assez, pardon de séparer l'autre. Eh bien, c'est pour détourner l'attention de l'Ukraine et la concentrer sur un autre point, mais le Mexique, non, je ne pense pas, dit Raoul Sachs. Raoul Sachs explique que ce planisphère montre une taille exagérée par rapport aux États-Unis. Salutations, Raoul. Salutations. Comment as-tu été exactement? Salut à Maxi Poncelas alias Pepe. En cas de conflit entre les États-Unis et la Russie ou la Chine, de nombreux missiles transiteraient par le Groenland, d'où leur volonté de le contrôler. As-tu des missiles au Groenland? Non. Ils ont déjà des systèmes de défense au Groenland, c'est-à-dire les États-Unis ont déjà des systèmes de défense au Groenland. Tu n'en as pas besoin. Et ils peuvent en installer davantage? Ils ont déjà la permission d'installer plus de missiles. Donc la question de la défense, car des missiles peuvent passer, est réglée depuis longtemps. Et les radars, les missiles et tout sont déjà installés là-bas. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas la permission, ils les ont déjà là-bas. Donc... C'est-à-dire, imagine que ton voisin a une maison avec une dépendance et qu'il te dit « Tu peux entrer quand tu veux, tu peux l'utiliser, tu peux y faire des fêtes, il ne va rien te faire payer. Tu veux quand même lui prendre la maison qu'il t'a donnée à Luis? Salut, Aurelio Garcia, il dit, pour avoir une raison morale d'intervenir en Iran pour défendre la population massacrée. Il ne faut pas agir comme Trump avec l'Immigration and Customs Enforcement envers les migrants et citoyens. Salutations, Aurelio. Salut, ça va? Aurelio, très bien. Aujourd'hui, je me suis souvenu de toi, Aurelio. Parce que le monsieur qu'ils ont arrêté pour avoir transmis des informations de Vérac de l'Est sur l'invasion au Venezuela, il s'appelle aussi Aurelio, mais Aurelio, c'est autre chose. Et il a vendu des informations aux médias et ouf. Et il est détenu. Il est détenu? Oui, exactement. Salutations à Gloria Yolanda. Salutations, dit-il. Tapatia, dit Donovan Carrillo. Le patineur est le porte-drapeau du groupe mexicain qui va participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Ah, c'est intéressant, Tapatia. Oui. C'est intéressant. C'est excellent. C'est le premier Mexicain à avoir participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Personne ne l'avait fait avant. C'est excellent, j'espère qu'il réussira. Quand ont lieu les Jeux Olympiques d'hiver? Il reste 2 ans, non? Oui. Il dit que le Mexique n'osera pas vraiment s'impliquer, car les cartels sont aussi bien armés que les militaires américains, puisque ce sont eux qui leur vendent. Christy, comment vas-tu? Il dit. Tu sais, il y a effectivement eu des analystes qui ont commenté ce sujet. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus une fois et il disait que c'était très difficile. Pour commencer, parce que le Mexique est très grand, avec une immense superficie. 70% de montagnes et de chaînes de montagnes, 70% du pays sont des montagnes et des chaînes de montagnes. C'est déjà une grande difficulté. Oui, il disait que ce serait une guerre comme le Vietnam, avec beaucoup de guérillas. Ce serait compliqué à long terme? Il dit. Et en plus, il aurait un voisin, un pays ennemi. Oui, ce serait très compliqué, c'est pour ça que je dis non. Ce n'est pas viable, n'est-ce pas? Il dit. Bonsoir, comment allez-vous, Caribel? Bonsoir, Maria Elena, comment allez-vous? Greenland est crucial pour les États-Unis, car il serait un bouclier majeur en cas d'attaque. Eh bien, c'est déjà leur bouclier, ça l'est déjà. Créateur 22115, c'est déjà leur bouclier, ou bien les bases sont-elles déjà là? Là-bas, elles ont toujours été là, cela fait des décennies qu'elles y sont. Donc non, dans ce sens-là, non, ce n'est pas important, parce que c'est déjà fait, la base est déjà là, donc dans ce sens, non, il n'y a pas de différence. Non, et ils ont toutes les autorisations et toute la société là-bas, n'est-ce pas? Avec l'OTAN et tout ça, donc, eh bien, il dit... Quoi d'autre?
Il salue Nova et affirme que les cartels armés et financés par les États-Unis défendent leurs intérêts, surtout là où il y a des ressources. Salutations Nova. Salutations, très bien. Il n'est pas de Jalisco, il s'entraîne à Jalisco aujourd'hui. Cette année, ce sont les Olympiades. Cette année, j'ai déjà perdu le compte. Ma préférée reste celle de Bob's, la plus amusante. Salutations à Léonard. Salutations, Léonard. Très bien, dit Nova. Mais les cartels sont financés par les États-Unis, il dit. Ce n'est pas étrange, il le dit déjà. Dit ce Pepe Estil. Il me demande s'il y a des armes psychotroniques dans les satellites militaires. Il dit... Tout le monde se demande cela. Il y a toujours de la paranoïa conspirationniste. Qu'il y en a, oui, qu'il y en a, je ne sais pas. Enfin, ils savent... Non, mais ce qui a été dit, c'est qu'il y en aurait, hein. L'intention, où il y en a peut-être déjà, pas de laser, cela ne s'applique pas comme arme psychotronique, dit-il. Que dit-il d'autre ? Donald Trump s'intéresse peu au sujet des deux. Non, ce n'est pas vraiment un sujet qui l'intéresse, dit-il. Peut-être que Donald Trump sait ce que nous ne savons pas à propos de cette île. Peut-être, dit Pépé, qui parle du sujet de l'Atlas et Onsant. Tu vas perdre la tête, juste comme spoiler, dit-il. Quelques gouttes d'acide désoxyribonucléique permettent de stocker bien plus que des téraoctets d'informations, dit-il. Salutations Nova, bien sûr, nous allons les vérifier avec plaisir, salutations. Ah, regarde, dit Francisco Garcia. Oui, Donovan Carrillo est de Zapopan, Jalisco, la fierté du patinage artistique mexicain. Mais où vit-il maintenant ? Je me souviens qu'il est parti patiner ailleurs. Il me dit de saluer William. Il pense que ce ne serait pas comme le Vietnam, car la technologie favorise aujourd'hui les États-Unis. Je pense qu'en un mois, ils élimineraient tous les méchants, dit William. Je ne sais pas, William, on parle de prendre le Mexique, pas seulement des cartels. Oui, enfin, il dit. Et comme toujours, non. Beaucoup de gens pensent que qu'en attaquant les narcos qui utilisent les armes, on contrôle ça, et c'est totalement faux. En fait, ce que tu contrôles, c'est les gens qui ont des armes. Mais le trafic continue, oui, et en plus, non seulement il continue, mais en ce moment, avec tout ce qui a été investi, avec tout ce qui a été fait. Les chiffres montrent que depuis les années 80 jusqu'à maintenant, ça continue de se vendre, et en fait, ça augmente chaque année. Plus de coca, encore plus. Voilà. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une baisse dans les années 80, puis des années sans cocaïne ou autre. Non, tu vois, année après année, ça se vend toujours plus, tu te demandes. Quand vont-ils comprendre qu'il faut agir sur la consommation ? C'est-à-dire aller parler avec les gens, les sensibiliser, etc. En gros, travailler sur cet aspect de la consommation. Puisqu'il y aura toujours des consommateurs, ça viendra de n'importe quel pays, mais ça arrivera quand même, non ? Les chiffres le prouvent. Combien de milliards ont-ils investis ici ? Et toujours rien. En plus, il y a plus d'options maintenant, non ? Celle-là a augmenté et les options aussi. Et il y en a vraiment beaucoup ? C'est dingue, vraiment. C'est ce qu'il dit aussi. Urania possède des terres rares. Et l'or, est-ce qu'il dit quelque chose sur ce qu'il y a dans le sous-sol ? Oui, il y a des terres rares. Il y a bien des terres rares. Il pense que ce serait difficile de les extraire à cause de leur radioactivité, donc elles ne seraient pas utilisables. Donc il y a aussi des problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas aussi simple que d'aller chercher les terres rares, n'est-ce pas ? Il faudrait des décennies pour profiter de ces ressources ainsi. Non, ça ne paraît pas beaucoup, mais qui sait, dit Nicolas Theologia. Ils n'ont jamais gagné par leur force, s'appuyant toujours sur autre chose que les lois de la bataille, ajoute-t-il. Salutations, Selkie. Salutations très bonnes. Pantérette, comment vas-tu ? Je te souhaite une très bonne nuit, joli chat. Je suis arrivé il y a un moment et préfère ne pas donner mon avis à la légère. Je viens d'en haut. Salutations à tous. Salutations Oignon et Martin Gutiérrez, comment vas-tu ? Si on s'attaque au cartel, la haine contre les Américains va s'unir, dit-il, depuis la perte du territoire mexicain. Je pense que cela raviverait la haine latino-américaine envers les États-Unis, un problème déjà signalé par les services de renseignement militaires. Qu'il ne vaut pas la peine de se faire des ennemis parmi ses voisins si tu veux la prospérité et vivre dans un pays tranquille, il vaut mieux être en bons termes, disons, avec ceux d'à côté. Fais attention, dit-il. Pépé, dit-il, il n'y a pas moyen, c'est comme les armes, ce sera impossible, dit-il. Tapatia, salutations. Tapatia, salutations. Tapatia, comment vas-tu ? Oui, Christian, l'alcool et la marijuana sont parmi les drogues les moins problématiques.
Rappelez-vous des opioïdes, le vrai problème, et d'autres aussi. Exactement, c'est ce qu'il dit. En réalité, il consomme de mauvaises entreprises plus éthiques que les gens ordinaires, dit-il. C'est aussi un autre point, sans consommation excessive. Celui-ci, c'est du lourd. Comme le dit Aurelio, ce sujet est complexe. Si vous croyez que la Coupe du Monde est si populaire aux États-Unis, bonne question. Ils ont aussi annulé les demandes de visa. Oui, c'est impressionnant le nombre de pays. Pépé l'avait plus tôt. Mais 5 pays. Mais ils en ont ajouté d'autres. Là, tout de suite, ils en ont ajouté un autre petit garçon de plus. Regarde, voici les nouveaux ajoutés. Donc ça fait 75. Quand tu as dit 5, je ne pense pas qu'ils étaient là. Tu m'as dit qu'ils en ont inclus d'autres. Maintenant, ils sont 75. J'ai accepté, mais ce n'était pas prévu. Si quelqu'un avait vu la liste comme ça, c'est pour ça que j'ai dit oui. Eh bien, Somalie, Russie, Afghanistan, Brésil. Comment refuser le Brésil? Aller aux États-Unis, à la Fédération internationale de Football Association. Ils n'iront pas au Mexique, mais au Canada. La Colombie aussi. La Colombie aussi, par exemple, l'Iran. Les joueurs allaient jouer là-bas, mais comme les Iraniens leur ont refusé le visa... Oui, mais c'est ce qu'on entend. Ce n'est pas que les footballeurs, c'est général. Non, il n'y a personne qui ne... Merci. Non. Non, je pense que les gens en général, les gens aussi, non. Non. Pas du tout bien, ce salut. Il dit qu'un problème que rencontrent les soldats américains, c'est qu'ils sont trop à l'aise. Ils se fatiguent vite et dépendent beaucoup de la technologie. Salutations à eux, bon point pour les salutations, selon lui. Où est Elisabeth Lozano? Comment allez-vous? Salutations Elisabeth, très bien, dit-il. Je suis d'accord avec ce qu'a fait l'État, avec ce qu'ont fait les États-Unis. C'est ce qui se passe sur la question de l'invasion du Mexique. Une attaque vient d'être faite dans le sondage. Concernant ce que pensent les gens d'Amérique latine de ce qui s'est passé au Venezuela, 60% sont d'accord. D'accord, salutations Juan Conego, dis-moi de quel sondage il s'agit, ce serait intéressant à analyser, car il y a différents sondages. Mais je crois que la partie qui a plu aux gens, c'est qu'ils aient capturé ce personnage. C'est la partie que, disons, moi... Autant que je m'en souvienne. Oui. Je crois que la partie qui a été la plus célébrée, c'est celle de la capture du dictateur au-delà de l'opération. Dit Fernando Rete. On pourrait aussi enquêter comment la Chine et la Russie, pays non démocratiques, ont-elles progressé par rapport à l'Europe et aux États-Unis démocratiques? Pour la Chine et la Russie, la situation serait différente. La Chine a déjà beaucoup avancé. La Russie... Non, la Russie est pauvre. Regarde, il n'y a même pas de pont. Depuis 30 ans, la construction de ponts n'a jamais vraiment accéléré. Je le dis à cause de leur nombre. Il disait qu'il y avait environ 1000 ponts en Russie, juste pour donner un exemple. En Chine, seulement la construction de ponts. En 10 ans, c'est environ 15 fois plus que leur réalisation. Ils sont en Russie. Au cours des 30 dernières années, les progrès de la Chine dans ce domaine, malgré de nombreuses critiques à l'égard de son système. Que cela plaise ou non, c'est un autre sujet. Mais en ce qui concerne les avancées technologiques, les infrastructures, etc., c'est vraiment impressionnant. Mais dans ce cas, il faudrait aussi se pencher sur la Corée du Sud. Il y a 4050 ans, c'était une économie qui était en dessous de beaucoup d'économies d'Amérique latine. Et maintenant, où en est-elle? C'est-à-dire qu'il y avait d'autres économies latino-américaines qui étaient au-dessus de la Corée du Sud et de la Corée du Sud. Eh bien, c'est le premier monde, donc cela montre aussi qu'on peut le faire avec la démocratie. On peut le faire sans la démocratie. C'est-à-dire, tu peux aussi faire s'effondrer un pays avec la démocratie, et tu peux faire s'effondrer un pays sans la démocratie. Allons, il n'y a pas de réponse unique. La question démocratie ou dictature n'est pas la condition obligatoire de la prospérité. D'autres facteurs comptent ici. Il dit par là. La Russie, en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg, le reste c'est de la campagne et des serpents. Oui, bon, ça fait des mois qu'il le fait. Je vois une vidéo d'une dame qui disait qu'il y avait un nid de poules sur une route qui relie un point à un autre. Elle ne parle pas de ce nid de poules. S'il existe depuis Staline et qu'ils ne l'ont pas bouché, j'ignore pourquoi. Et il le disait sérieusement, ce n'était pas une blague, il disait littéralement que ça date de cette époque, il y a des choses encore plus ridicules. Je ne vais pas me plaindre au Mexique, il dit non. Tu penses que les Mexicains vont affronter les Ricains?
Juste pour le bien des politiciens, moi qu'ils les emmènent tous, ils disent Pas pour les biens politiques, pas parce que quelqu'un allait défendre les politiciens. Personne ne les défend, personne ne les défendrait. C'est le pays, c'est le territoire. c'est le territoire. Évidemment non, et là ça m'a vraiment fait plaisir de voir. Eh bien, la plupart des communicateurs l'ont compris, même les plus critiques envers le gouvernement, etc., ont dit avoir tout vu. Mais cela ne peut jamais être accepté, c'est-à-dire que c'est un sujet tout simplement inacceptable, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de défendre des politiciens, mais ton pays, ce qui est très différent, et je pense que la plupart l'ont bien compris. Salutations, dit JPJS. Eh bien, comment ça va? Très bonne salutation, dit-il. Si ça se vend, on en discutera là-bas. Il dit que la Chine emploie aussi la rhétorique de propagande. 90% des Chinois sont pauvres. Il suffit de rappeler que la Chine compte 150 milliards 500 millions d'habitants. Là-bas, tout paraît plus grand. Oui, bon, dire que 90% sont pauvres, là je ne suis pas vraiment d'accord. Ils ont vraiment beaucoup progressé. La classe moyenne n'est pas très grande, mais elle compte le plus de nouveaux milliardaires au monde. Bien sûr qu'ils ont beaucoup de problèmes, ils continuent d'avoir beaucoup d'extrême pauvreté dans de nombreuses régions. Mais aussi le fait qui a généré l'une des plus grandes augmentations, disons, de salaires et de revenus, eh bien cela vient de là. Comment contrôler un pays de 1,5 milliard d'habitants sans qu'il vous échappe? Tu ne dis pas que tu préfères la version indienne sur la situation en Inde ou sur la situation en Chine? Je pense que je dis, quand il s'agit du nombre de personnes, n'est-ce pas? Quand c'est une telle quantité. J'en parlais justement avec une personne qui me faisait remarquer ce point. Et c'est aussi que parfois, on veut les mêmes solutions pour tout le monde, non? Le mode de vie américain, pour ainsi dire, ne s'applique pas à tout. Évidemment, la Chine a sa propre façon, l'Inde a une autre façon, et ils évoluent à leur manière, à leur rythme. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de réponse unique ou de vérité absolue, car la Chine a sa propre vérité. Pour la Corée du Sud, c'en est une autre, et pour la Corée du Nord, c'en est une autre, très différente. Et je pense que le plus gros problème, c'est dans les excès de tout ce que tu veux, de tout, peu importe ce que c'est. En gros, si tu regardes Hong Kong, c'est l'un des territoires avec le marché le plus libre du monde. C'est un excès de libre marché à l'intérieur d'un pays qui l'absorbe, mais qui en même temps est aussi communiste et capitaliste. Je sais et supervisé, mais il y a des choses où tu dis qu'il y a une répression très forte en Chine. C'est vrai, cela existe, c'est prouvé et documenté. Mais tu le dis, et l'Immigration and Customs Enforcement, non, aux États-Unis, ce n'est pas aussi de la répression, c'en est aussi. La façon dont ils attaquent laisse de côté les migrants, on sait déjà comment ils nous traitent, même leur propre population. Bon, alors, si c'est un sujet qui est plus complexe, non, comme toujours, le sujet n'est pas noir ou blanc, il y a toujours beaucoup de nuances, comme on dit. Je deviendrai comme la mère de Tita dans Comme l'eau pour le chocolat, armée pour défendre et agir. Vous ne savez rien de la fureur des femmes en périménopause. Sinon, Eh bien, c'est un sujet qui concerne une grande partie du pays, non? En ce sens, c'est très clair, comme le dit Wilco. N'oublions pas que tous ceux qui avons fait le service militaire sommes obligés d'être appelés par l'armée mexicaine en cas de guerre, sinon nous serions considérés comme déserteurs et mis en caserne, dit Wilco. C'était le point. Salutations, salutations, salutations. dit Talasso, une agression américaine contre le Mexique serait-elle uniquement due à quelques politiciens ou criminels? Ils viendront pour tout et là, oui, ils sortiraient défendre le territoire et l'autonomie du pays. Salutations. Salut, comment vas-tu? Très bien, Adriana Karim Fabi. Bonjour, j'ai eu des soucis avec mon ancien pseudo. Il dit que les pauvres sont avancés, il y a des universités de transport et des pauvres partout, mais différemment de ce qu'on pense. Venez de Maxi, il n'y a pas de Mexicains qui regardent là-bas. Salutations Tapatia, très bien, il dit ce bonjour bébé, comment vas-tu? Karim, comment vas-tu? Très bien, salutations. Eh bien, pour qu'on ne nous raconte pas, allons-nous faire un tour du monde un jour? Oui, c'est mieux, n'est-ce pas? C'est que les chiffres de la Chine sont compliqués, parce que c'est la Chine qui les donne, non? Je veux dire, ce n'est pas si clair, l'information.
Ils peuvent parfois les changer, comme la valeur. Tous les progrès qu'ils ont réalisés sont très bien documentés, évidemment, mais il ne faut pas dire que c'est parfait, ni rien de tout ça. Mais il est évident que des choses ont été accomplies, comme à Singapour, en Corée du Sud ou dans d'autres pays. N'est-ce pas, dit-il. Salutations, comment vas-tu, Rollo? Jusqu'au Venezuela, Adriana, bonjour. Comment vas-tu, Karim? Dit Trump. Super fou, merci. Bon, les gars. Nous sommes sur WhatsApp, Telegram, X, Facebook, Instagram et nous vous envoyons aussi des notifications d'envoi. Un grand merci à toute la communauté qui rend ce projet possible, cette chaîne d'information qui a déjà quelques années ici, et c'est grâce à toute cette communauté qui nous soutient. Avec l'abonnement et le super chat, eh bien, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, évidemment, on vous remercie aussi. Salut Juan Conejo, Yo-Yo, Carlos Salep, toute la communauté, passez un excellent mardi, n'est-ce pas? Mercredi, excellent mercredi. Mercredi, une étreinte. Que nous allions bien, eh bien, quoi qu'il arrive, nous sommes là. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel. Merci pour... Dire la vérité! C'est-à-dire Pépé en direct. La vérité est intense, dure, l'insolite est réelle, pure. Ici, nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, contrôlant le signal Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi.